Bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux aujourd'hui de recevoir le Président Kais Saied. Nous nous sommes parlé souvent au téléphone, longuement, et il s'agit de notre première rencontre et je veux le remercier ainsi que sa délégation d'avoir accepté notre invitation et d'être aujourd'hui présent à Paris. Sa visite est le témoignage de l'amitié indéfectible qui lie la France et la Tunisie. Elle résulte de l'histoire, des affinités profondes que nous avons, des liens humains qui sont les nôtres, de la culture qui nous rassemble. Et je sais, Monsieur le Président, combien vous y êtes attaché. Notre histoire culturelle, intellectuelle, qu'elle soit philosophique ou juridique. Et nous l'avons ensemble reconvoquée dans notre discussion. Et cette visite est celle qui marque en France une nouvelle étape de la vie de la nation après la phase la plus aiguë de la crise de Covid-19. Et nous avons eu l'occasion de nous entretenir dans les premiers jours lorsque cette crise a aussi touché votre pays. Et je veux ici vous redire toute notre solidarité, notre soutien. Et nous avons ensemble évoqué plusieurs projets de coopération très concrets en la matière pour nous tenir aux côtés de la Tunisie et du peuple tunisien. Et je veux ici vraiment dire toute notre admiration et notre respect pour la détermination avec laquelle vous avez agi, avec laquelle votre peuple a tenu dans cette phase, et la volonté qui est la nôtre d'agir ensemble. La France, avec plusieurs autres pays, a pu lancer cette initiative dite ACTA pour se battre, pour faciliter l'accès à des traitements, à des tests, mais aussi à des vaccins le jour où ils seront trouvés. Et c'est aussi dans ce partenariat, au-delà du lien bilatéral, que nos liens se nouent. Je veux rendre ici hommage au président Kais Saied, homme de droit, intègre et dévoué au peuple tunisien. À travers lui, je rends aussi hommage à la Tunisie démocratique et aux Tunisiens qui font vivre aujourd'hui les idéaux de justice et de liberté qui ont inspiré la révolution de 2011. Je veux leur dire toute mon estime et ma confiance pour poursuivre dans la voie de l'unité, de l'indépendance, de la souveraineté qu'ils ont choisie pour eux-mêmes. Je sais que ça nécessite beaucoup de courage et de détermination et nous sommes à vos côtés. À vos côtés, nous l'avons évoqué par plusieurs projets. La France continuera en effet d'apporter tout son soutien à la Tunisie dans le domaine de la santé, avec la formation de soignants, la construction et la modernisation d'infrastructures comme les hôpitaux de Gafsa et de Sidi Bouzid. Elle sera là aussi pour soutenir l'activité économique et j'ai indiqué au président Saied que la France accorderait un nouveau prêt de 350 millions d'euros à la Tunisie dans le cadre des engagements que nous avons pris à hauteur de 1,7 milliard d'euros jusqu'en 2022 pour agir dans les secteurs prioritaires de la santé, de la formation, de l'emploi des jeunes. Nous avons aussi évoqué plusieurs autres projets et perspectives dans le cadre desquels la coopération entre nos deux pays peut trouver toute sa place et qui sont au cœur du projet pour la jeunesse et l'économie tunisienne. Nous avons également évoqué ensemble la situation régionale et les risques liés au plus récent développement de la crise libyenne. La France et la Tunisie demandent ensemble que les belligérants cessent le feu et tiennent leur engagement de reprendre la négociation engagée dans le cadre des Nations Unies en vue de restaurer la sécurité de tous, de procéder à la réunification des institutions libyennes et d'engager la reconstruction au bénéfice de tous les Libyens. C'est la position que nous avons constamment tenue l'un l'autre et dans laquelle, je crois pouvoir le dire, votre engagement est important. C'est un chemin difficile qui nécessite que chacun fasse preuve de responsabilité, que cessent les ingérences étrangères, les actes unilatéraux de ceux qui prétendent gagner de nouvelles positions à la faveur de la guerre. J'ai déjà eu l'occasion de le dire très clairement au président Erdogan. Je considère aujourd'hui que la Turquie joue en Libye un jeu dangereux et contrevient à tous ses engagements pris lors de la conférence de Berlin. C'est le même discours que j'ai tenu cet après-midi lors de l'échange que j'ai pu avoir avec le président Trump, car il en va de l'intérêt de la Libye, de ses voisins
de toute la région, mais également de l'Europe. La Tunisie siège cette année au Conseil de sécurité des Nations Unies et je sais le souci particulier que vous avez, cher Président, en la matière, afin d'exercer pleinement votre mandat. Là encore, nous agirons ensemble. Et je sais aussi votre engagement, cher Président, pour que le 18e sommet de la francophonie, qui se tiendra en Tunisie en 2021, soit un grand moment de célébration de notre patrimoine commun, celui de la langue française, d'affirmation de nos valeurs communes et d'engagement à relever ensemble les grands défis d'aujourd'hui. Et je vous souhaite beaucoup de courage pour l'organisation de cet événement. Nous serons là aussi à vos côtés, en soutien, avec l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà ce que je souhaitais dire à l'issue de nos entretiens et avant que nous rejoignions nos invités, et après que vous ayez pris la parole, cher Président, vous redire l'amitié. L'amitié de tout le peuple français pour le peuple tunisien, pour beaucoup de destins croisés qui la nourrissent, et la reconnaissance de vous avoir ce soir à Paris parmi nous. Merci, cher Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président a parlé en langue française. J'ai fait toutes mes études en langue française. Mais aujourd'hui, parce que les Tunisiens me suivent partout, je vais vous parler en arabe, ma langue maternelle. Peut-être je corrigerai un certain nombre de concepts ou de traductions parce que j'ai toujours aimé la sémantique juridique. J'ai fait pratiquement une vingtaine d'années sur les origines des mots, des concepts, et ça m'a énormément enrichi. Monsieur le Président de la République française, Excellences, Mesdames et Messieurs, de Tunis et de France et d'autres pays, j'avais visité Paris il y a plus de 3 décennies. Sans compter les visites que j'ai effectuées dans de nombreuses autres villes françaises. Lorsque ces villes ont accueilli un certain nombre de conférences, et la première à laquelle j'ai assisté, c'était à Paris en 1978 à l'occasion de la tenue de la conférence, de la 2e conférence internationale de droit constitutionnel. Et les visites se sont succédées depuis, et en particulier dans la ville de Toulouse, où nous organisions tous les ans toute une série de séminaires, une fois à Toulouse et une fois à Tunis. Et nous discutions d'un certain nombre de sujets qui, à l'époque, n'étaient pas encore, ne faisaient pas l'objet de discussions ou de débats. Elles avaient été soulevées par quelques-uns, mais je me souviens que de très nombreux nouveaux concepts sont sortis de ces rencontres régulières et solides avec nos collègues et homologues des universités françaises. Je me souviens toujours de ce que Georges Vedel avait dit. Je n'ai pas besoin de présenter Georges Vedel. Georges Vedel, le phénomène Vedel. Georges Vedel, lorsqu'il avait présenté une conférence qu'il allait faire, il a dit
Après plus de 30 ans d'enseignement et plus de 50 ans d'exercice en tant qu'avocat et au sein de la magistrature, je me retrouve comme un étudiant de première année qui ne sait pas quoi écrire sur la copie d'examen, même certains mots pour éviter d'avoir un zéro qui menace. Il avait dit, je ne peux pas répondre à cette question, mais je peux répondre à une autre question, qui est la suivante. Comment une société peut-elle être sans loi? Et à de nombreuses reprises, j'avais parlé avec des journalistes et des journaux français, avec des journalistes de journaux étrangers sur le passage des sociétés occidentales de l'État de droit, ce très ancien concept, à la société de droit. Parce que le droit naît de la volonté du citoyen. Et lorsque le droit naît de la volonté du citoyen, le citoyen devient le premier gardien de la mise en œuvre de la loi et de l'application de la loi. Le destin a voulu que je sois aujourd'hui avec vous dans ce palais, alors que j'avais déjà visité le palais de l'Assemblée nationale et du Sénat en 1987 et aussi assisté à la célébration qui avait été organisée à la mairie de Paris en cette même année. Et j'avais rencontré de nombreux professeurs de droit constitutionnel venant de tous les pays du monde. Le destin a voulu aujourd'hui que je me retrouve dans ce palais-ci, que je n'ai pas visité en 1987. Tout d'abord, je suis heureux d'être ici et de faire entendre la voix de mon peuple devant le président français qui a bien compris cette époque. Je ne dis pas cela parce que je me trouve à l'Élysée aujourd'hui, mais lors de notre dernière conversation téléphonique, nous avions parlé d'un certain nombre d'idées qu'il avait proposées et de ce dialogue auquel il a appelé. Les peuples aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, partagent quasiment les mêmes rêves, les mêmes souffrances, partagent les mêmes valeurs, les mêmes aspirations. Les dirigeants, tous les dirigeants, partout dans le monde, doivent être conscients de ces changements historiques profonds. Et je crois que le président de la République française est tout à fait conscient de cette nouvelle étape que le monde vit aujourd'hui, parce que je lis ses déclarations, je lis ses livres, je lis les livres qu'il lit. Ces derniers siècles, et en particulier le 18e et le 19e siècle, ont vu des révolutions intellectuelles que l'humanité n'avait jamais connues. Et avec le président de la République, nous avions abordé certaines de ces idées nées ces siècles derniers. Cependant, le XXe siècle, tout en se distinguant par les découvertes scientifiques, jamais vu
le téléphone portable, les réseaux sociaux, que l'on voyait dans les films de science-fiction par le passé. Aujourd'hui, nous sommes dans ce monde avec une nouvelle pensée différente, des mécanismes différents. Nous sommes aujourd'hui avec des idées différentes, des idées qui prévalaient par le passé. Cependant, malheureusement, très malheureusement, les concepts qui prévalaient sont restés gelés, bloqués et ont été dépassés par d'autres idées, des idées nouvelles. Les concepts aujourd'hui sont incapables de contrôler cette nouvelle pensée. Le temps est venu pour nous de réfléchir et de poser ensemble de nouveaux concepts pour des mécanismes de travail politique différents de ceux qui prévalaient dans les siècles passés. Cette visite, cette rencontre avec vous, vont nous permettre très certainement vont représenter plutôt très certainement une nouvelle occasion pour réfléchir à des mécanismes et des moyens de complémentarité pour ouvrir des horizons beaucoup plus vastes, pour une coopération qui dépasse le passé proche ou le passé lointain. Et depuis il y a quelques instants, le président de la République française a abordé un certain nombre de projets et je prie Dieu qu'il m'aide à les mettre en œuvre. La cité sanitaire à Kérouan, les hôpitaux à Kasserine et à Gafsa, et aussi un rêve que j'espère voir se réaliser, un chemin de fer, donc une ligne de TGV qui relie Bizerte tout au nord jusqu'à l'extrême sud de la Tunisie. Merci au président de la République française pour les dispositions dont il a fait preuve pour réaliser ce qui semble aujourd'hui être un rêve pour nous. L'humanité a beaucoup souffert. Les pays ont beaucoup souffert. Nous devons soigner les blessures, attendre qu'elles guérissent. Nous devons oublier pour pouvoir construire un nouvel avenir. Ce ne sera pas facile pour certains, et certains sont en compétition pour des objectifs politiques. Ce n'est pas un obstacle que nous ne pourrons pas franchir. Nous pourrons penser au passé, peut-être, mais en même temps, nous devons espérer, nous devons souhaiter un autre avenir. Les peuples du monde entier sont très proches aujourd'hui. Et les guerres directes ne doivent pas séparer, ne doivent plus séparer les peuples. Il ne faut plus que les peuples soient séparés par des soutiens que l'on accorde à un tel ou à un tel autre. Je voudrais citer De Gaulle, mais en français. Surtout pour la paix, c'est la compréhension des peuples.
Les régimes, nous savons ce que c'est. Des choses qui passent. Mais les peuples ne passent pas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que le salut soit avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est pas par hasard que j'ai toujours insisté sur cette communion d'idées. Nos intérêts communs, notre destin commun. Si certains veulent revenir en arrière, ils peuvent faire marche arrière, mais ils n'avanceront jamais. Merci, Président. Je crois qu'on va répondre à 2 questions maintenant. C'est ce qui est prévu avant de retrouver nos invités. هند بن علي الغريبي مؤسسة الإذاعة التونسية. أتوجه بسؤالي إلى الرئيسين قيس سعيد وإيمانويل Radio-Télévision tunisienne, ma question s'adresse aux 2 présidents. La Tunis et la France ont présenté au Conseil de sécurité un projet de résolution commun pour trouver une solution internationale aux implications et conséquences du Covid-19. Comment est-ce que cette visite présidentielle peut représenter une opportunité pour pousser en vue de l'adoption du projet de résolution au sein du Conseil de sécurité dans le cadre d'une nouvelle approche des relations internationales? Merci. Nous coordonnons dès le départ pour épargner à l'interprète d'interpréter. Je vais interpréter moi-même. Nous ننسق منذ البداية لتمرير مشروع pour faire adopter ce projet de résolution au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai pris l'initiative de proposer ce projet de résolution. La France l'a soutenu. Et ce que nous espérons, ce que nous souhaitons, c'est de dépasser les désaccords entre 2 pays pour éviter d'avorter ce projet de résolution. La France a joué un rôle pour rapprocher les points de vue et a joué un rôle essentiel pour ce faire. La résolution que j'ai proposée s'inscrit dans le cadre des objectifs de l'Organisation des Nations Unies. La paix et la sécurité internationale. Mais la paix et la sécurité internationale ne peuvent pas être entendues stricto sensu. La santé fait partie de la paix et de la sécurité internationale. La France, de la philosophie des Lumières, a compris que ce n'est pas une traduction fidèle, monsieur l'interprète. La France a bien compris que cette résolution, la première des annales, dans les annales de l'ONU, peut être utile non seulement à un ou 2 pays, mais à l'humanité tout entière. Juste, Président, a dit l'essentiel. 2 mots sur la coopération internationale par rapport au Covid-19. D'abord, nous avons initié un travail entre l'Europe, l'Afrique et plus largement le G20 et le continent africain pour faire face au Covid. C'est l'initiative ACTA que j'ai évoquée. Elle est importante parce qu'elle inclut l'Organisation mondiale de la santé et donc une instance onusienne pour faire face à ce défi de manière très concrète. À côté de ça, le Président l'a évoqué en creux, il y a l'opposition sino-américaine qui vient en effet aujourd'hui prendre en otage quelque peu le bon fonctionnement de l'Organisation mondiale de la santé et de nos instances. Je crois qu'il est de notre devoir d'abord de tirer un bilan légitime, transparent de ce qui a été bien fait et mal fait collectivement durant cette période. C'est ce que d'ailleurs l'Europe a poussé lors de l'Assemblée mondiale de la santé il y a quelques semaines, avec un projet de résolution qui a été largement adopté, qui a enclenché un processus qui va permettre de la transparence et la volonté que nous poussons l'un et l'autre au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et des résolutions à venir,
c'est de poursuivre ce travail. Et donc d'éviter que la communauté internationale ne se divise et ne se fracture sur ce sujet, mais plutôt coopère pour qu'il y ait plus de transparence, pour mettre en place ce que nous appelons de nos voeux, c'est-à-dire un mécanisme d'alerte précoce s'il y avait une réplique, qui permette aux pays de mieux réagir les uns avec les autres, et des mécanismes concrets de coopération comme ACTA. Bonsoir Monsieur le Président, Massal Khair Fakham Raïs, Ri Momtaz de Politico. Monsieur le Président, vous venez de dénoncer encore très sévèrement l'ingérence turque en Libye. Je me demande à vous deux, comment est-ce que vous voyez les ingérences russes et émiraties, mais aussi les préparatifs guerriers de l'Égypte aujourd'hui en Libye? Et une deuxième question à Monsieur le Président Macron, comme on le voit si peu. Sur les relations franco-turques, elles sont franchement abysmales aujourd'hui. Quelles mesures est-ce que vous prenez pour détendre la situation ou est-ce que les contentieux sont devenus irréconciliables? Merci. D'abord, par définition, rien n'est irréconciliable si on clarifie clairement ses intentions. Ce qui est très clair, et l'a toujours été, je crois au multilatéralisme, à la coopération, je crois à la cohérence des positions prises. Et pour la France et la sécurité, la stabilité régionale et internationale, la stabilité de la Méditerranée est clé. En particulier la Méditerranée centrale et orientale. Aujourd'hui, ce qu'il s'y passe lorsque la Turquie signe les alliances qu'elle a signées avec le gouvernement d'entente nationale, en contrevenant à toutes les règles et à toutes les légalités internationales et bafouant les intérêts de plusieurs États européens. Ce qui se passe lorsque la Turquie ne respecte pas la souveraineté territoriale de Chypre, entre autres. Ce qui se passe lorsque la Turquie mène la politique qu'elle conduit aujourd'hui en Libye n'est pas compatible ni avec la légalité internationale, ni avec ce qui est en droit d'attendre d'un membre de l'OTAN, ni avec les objectifs qui sont les nôtres en tant qu'Européens, et je dirais en tant que riverains de la Méditerranée. Donc simplement, il faut que les positions soient clarifiées, et après avoir eu à dénoncer le jeu syrien, je le dis très clairement, nous ne tolérerons pas aujourd'hui le rôle que mène la Turquie en Libye. Je dénonce toutes les incursions, et en effet, je considère qu'il s'agisse de la Turquie ou des unités dites Wagner, lorsqu'elles importent des djihadistes venant de Syrie, la France le condamne avec clarté. J'ai pour habitude d'être clair, vous me connaissez, donc on ne va pas commencer à faceiller. J'ai noté aussi que beaucoup de puissances qui avaient eu une action forte s'étaient retirées ces dernières semaines, suite à la conférence de Berlin. J'ai noté qu'à l'inverse, la Turquie s'était réengagée, contrairement à ce qu'elle nous avait promis. C'est un fait. Il est documenté. Et lorsque je regarde ce qui a été fait la semaine dernière sous commandement OTAN au large de la Libye, je considère que c'est inacceptable. Et je vous renvoie à mes déclarations de la fin d'année dernière sur la mort cérébrale de l'OTAN. Je considère que c'est l'une des plus belles démonstrations qui soit. Lorsqu'on a 2 membres de l'OTAN qui sont amenés à être confrontés à la situation que nous avons eu à vivre, avec si peu de dénonciation, c'est intolérable. Donc voilà, je vous le dis avec beaucoup de clarté, tant que nous continuerons, membres de l'OTAN, Européens, partie prenante de ce sujet, à être faibles dans nos propos ou à manquer de clarté, nous laisserons le jeu des puissances non coopératives se faire. Je ne veux pas, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, avoir à constater que la Libye est dans la situation de la Syrie d'aujourd'hui. Je considère que c'est notre responsabilité à l'égard des voisins que sont précisément la Tunisie, l'Égypte, et vous avez noté l'inquiétude légitime du président Sisi lorsqu'il voit des troupes arriver à sa frontière. Je pense aussi au Tchad et au Niger. Mais je considère que c'est un sujet méditerranéen et qui nous touche. Car aujourd'hui, de la Libye viennent chaque jour des femmes et des hommes qui fuient la misère, qui cherchent l'asile et qui arrivent sur le continent européen. Pensez-vous que nous pouvons longtemps laisser la Turquie importer des combattants du théâtre syrien en Libye, compte tenu de tout ce qu'on sait, et se taire ou considérer que ce ne serait pas diplomatiquement correct de ne pas dire
et combattre, je vous le dis avec beaucoup de clarté. Donc je suis d'une sévérité extrême avec aujourd'hui le comportement de la Turquie qui est inacceptable. Je voudrais juste ajouter que l'autorité qui existe aujourd'hui à Tripoli est née de la légalité internationale et a une légitimité internationale. Cependant, cela ne peut pas continuer ainsi. Il s'agit d'une légitimité et d'une légalité temporaire qui doit être remplacée par une nouvelle légalité, une nouvelle légitimité qui naît de la volonté du peuple libyen. Il y a, malheureusement, même dans les facultés de droit, parfois, et y compris en Tunisie dernièrement, illégitimité. Ce sont deux concepts différents. Donc, la légitimité doit être la nouvelle source de la légalité. La situation est très claire. Il faut organiser. Alors déjà, il faut une constitution provisoire et une organisation provisoire, et avec le président et avec la conseillère allemande, Mme Merkel, et toutes les partis que j'ai rencontrés et avec lesquels j'ai abordé la situation libyenne, j'ai dit que les choses ne pouvaient pas se poursuivre ainsi. La Tunisie est l'un des pays qui souffre le plus de cette situation. La France aussi pourrait en souffrir. Les pays européens pourraient également en pâtir. Ces pays européens qui ont des intérêts en Tunisie et dans les pays voisins qui pourraient donc pâtir de la situation en Libye. Et donc, j'ai rassemblé les représentants d'un certain nombre de tribus, 35 tribus environ, et j'ai dit que j'ai appelé que les dirigeants de tribus rédigent une constitution pour la Libye, une constitution similaire à celle qui avait été adoptée en Afghanistan en 2002 lors de la réunion de la Loya Jirga, donc les chefs de tribus afghans. Que cela soit une étape, pas le but final, mais une étape transitoire pour passer à la paix et à ce qui sera décidé par les Libyens eux-mêmes, sans ingérence extérieure, quelle qu'elle soit. Et je le dis d'ici, je le dis de Paris, la Tunisie n'accepte pas la partition de la Libye. Certains d'entre vous savent peut-être que la Libye, à un moment donné, était un État fédéral jusqu'en 1962. Parce que l'État central, à l'époque, était incapable d'étendre son autorité sur l'ensemble du territoire libyen. La partition de la Libye est un danger pour toute la région. Nous sommes en faveur d'une solution libyenne. Nous sommes en faveur d'un cessez-le-feu immédiat, de non-ingérence de n'importe quel pays étranger, bien évidemment. Notre position est aussi née de notre concertation permanente avec l'Algérie. On ne peut pas accepter qu'apparaissent des provinces ou des cantons et que chacun se taille une région ou un canton. Si nous permettons au peuple libyen d'assumer son autonomie, et il peut très bien le faire tout seul, si nous créons les circonstances qui permettront au peuple libyen de sortir de cette situation pour aller vers une nouvelle situation, alors
Et alors seulement, nous aurons posé une pierre essentielle sur le chemin de la paix. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs. Bonne soirée. Merci, cher président. Merci, monsieur le président. Merci. Merci à toi. Je suis très heureux de votre rencontre, de votre discours, de votre manière de voir les choses. C'est réellement un plaisir.